Le Parti communiste français est-il d'extrême gauche? Non. Faut-il manger moins de viande pour lutter contre le réchauffement climatique? Oui. Faut-il aider davantage les immigrés à arriver en France? Oui. L'URSS est-elle un modèle? Non. Mélenchon a-t-il la stature d'un président de la République? Non. Les Européens polluent-ils trop? Oui. La France doit-elle sortir de l'Union Européenne? Oui. Le Parti communiste doit-il sortir de la NUPES? Wow, non. La NUPES, c'est un accord législatif, donc les députés restent dans la NUPES. L'Ukraine doit-elle entrer dans l'Union Européenne immédiatement? Non. Les traités européens doivent-ils rester au-dessus des lois françaises? Non. Le Parti communiste veut-il imposer la dictature du prolétariat? Non. Les énergies renouvelables sont-elles plus fiables que le nucléaire? Non. Léon de Fontaine sera-t-il député européen en 2024? C'est évident. Fabien Roussel est-il le meilleur candidat pour la gauche en 2027? C'est évident également. Bonjour Léon de Fontaine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se trouve ici au siège du Parti communiste. Je vais te laisser d'abord une minute pour te présenter à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Léon Desfontaines, j'ai 27 ans, je suis porte-parole du Parti communiste français depuis 2023 et je suis aussi chef de file des communistes pour les élections européennes. Je me suis engagé à l'âge de mes 17 ans, j'étais en première à l'époque et en fait petit à petit en m'investissant localement, d'abord dans la Somme, je suis venu à monter dans la responsabilité nationale et puis on m'a proposé de devenir secrétaire général en 2019 avec cette ambition justement de rassembler le mouvement jeune communiste de France et d'aller chercher aussi des jeunes qui aujourd'hui sont délaissés par la politique. Je pense que c'est des jeunes qui sont avant tout délaissés par la politique et par sa politique de gauche et je pense que c'est ça qui est problématique, c'est que en fait personne ne va les voir. Personne ne va les voir et pour ces jeunes, pour beaucoup ce sera l'abstention et lorsqu'ils votent ça sera Bardella ou ça sera nous. Et moi c'est comme ça que je l'ai dit aux militants des jeunes communistes et donc il ne faut pas avoir peur d'y aller avec un projet politique qui en premier lieu parle d'eux. Un souvenir mémorable pendant la campagne présidentielle de 2022, on était devant un lycée professionnel à Argentan dans l'Orne. C'était le lendemain de l'interview de Fabien Roussel et Nouveau Décrypte. Et dans son interview, il a notamment mis en avant une proposition qui était phare des jeunes communistes, celle de la gratuité du permis de conduire. Le lendemain, je devant ce lycée-là, je milite pour Fabien Roussel, il y a des jeunes qui disent c'est le candidat qui est pour la gratuité du permis de conduire, non? Et là, je me dis, mais on fait mouche. Là, on parle de leur réalité. Et là, d'un seul coup, on parle de leur quotidien. Ils disent, mais moi, sans permis de conduire, j'ai pas mon stage, j'ai pas mon diplôme, j'ai pas de boulot. Donc, la gratuité du permis de conduire, pour nous, c'est indispensable. Et là, on voit qu'en partant de leur réalité, en parlant d'une chose qui les touche au quotidien, eh bien, on est capable de les ramener à la politique et de les amener à la politique. Et en fait, trop souvent, les organisations de jeunesse, moi, c'est un des gros reproches que je faisais aux autres organisations de jeunesse, c'est qu'en fait, elles s'adressent qu'à une jeunesse qui est déjà dans une situation, on va dire, culturelle intéressante, très politisée, qui vient des grandes écoles. Et en fait, ils ne parlent qu'entre eux et ils essayent de convaincre déjà des gens qui sont déjà convaincus par la politique. Moi, c'est pas ma vision de la politique. Moi-même, je viens de pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'Amiens, une famille qui n'est pas engagée politiquement. Et en fait, moi, c'est ces jeunes-là à qui je vais m'adresser parce que je pense que c'est ça l'avenir de la gauche. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire reculer non seulement l'abstention, mais aussi l'extrême droite. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur la stratégie des communistes. Quelle vision de l'Europe les communistes ont? Est-ce que vous êtes plutôt pro-européen, comme peut l'être la Macronie? Est-ce que vous êtes plutôt méfiant vis-à-vis de l'Europe, comme peut l'être d'une certaine manière la France Insoumise ou le Rassemblement National? Voilà. Quelle est votre vision de l'Europe? Je sais qu'en 2019, le slogan, c'était l'Europe des gens et pas l'Europe de l'argent. Justement, est-ce que tu te reconnais dans cette vision? Comment tu vois l'Europe? Tout d'abord, le Parti communiste a une histoire. Et son histoire vis-à-vis de l'Union européenne, ça a été de s'opposer systématiquement à l'ensemble des traités de libre-échange qui ont été posés par l'Union européenne. Et en fait, on est la seule force politique à s'y être opposée. D'ailleurs, le Front National, à l'époque, était pro certains traités de libre-échange à l'échelle de l'Union européenne. Le Parti communiste s'y est opposé à Maastricht, on s'est opposé au traité constitutionnel européen, on s'est opposé au traité de Lisbonne, parce qu'on a eu conscience que ces traités de libre-échange, en fait, favoriserait notamment des délocalisations, favoriserait le chômage et favoriserait tout simplement aujourd'hui le monde de la finance. On pense qu'on a besoin de retrouver notre souveraineté dans tout un tas de domaines et de pouvoir déroger au traité. Et le contexte a changé en Europe. Aujourd'hui, vous ne trouverez personne, y compris chez les macronistes, de dire que le contexte n'a pas changé. La pandémie a changé énormément de choses et a remis en cause les traités fondateurs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même
propose de revoir les traités européens. Donc aujourd'hui, la question des traités européens est à l'ordre du jour. Et nous, ce qu'on veut, c'est justement remettre en cause ces traités de libre-échange qui ont permis, particulièrement dans mon territoire, de favoriser les délocalisations, de mettre en concurrence finalement les peuples entre eux, parce que moi, j'ai un exemple très concret, hein, l'usine de Whirlpool à Amiens, où j'avais des amis où leurs parents travaillaient, etc. Elle a été délocalisée à l'est de l'Union européenne parce qu'elle a été permise par ces traités de libre-échange. Eh bien, aujourd'hui, on a besoin de remettre en cause ces traités-là parce que c'est bénéfique ni pour l'emploi, ni pour la planète. Mais du coup, revoir les traités, est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de sortir de l'Union européenne? Parce que c'est un peu la solution que dit la France Insoumise. On essaye de revoir les traités, puis si ça ne marche pas, on sort de l'Union européenne. Nous, ce qu'on propose, c'est de déroger au traité dès maintenant, au traité de l'Union européenne qui favorise le libre-échange, notamment qui impose les politiques austéritaires, le recul des services publics en France, qui impose un certain nombre de directives au gouvernement français. Nous, on propose d'y déroger dès maintenant, le plus rapidement possible, parce qu'on pense que c'est dévastateur et pour la planète, et pour l'économie, et pour notre souveraineté. Et on propose dans un deuxième temps de remettre en cause ces traités, de revoir ces traités, d'en faire des nouveaux, des traités de coopération. Aujourd'hui, personne, certains illuminés, remettraient en cause l'idée que la France peut être isolée sur l'échelle internationale. Bon, dans les faits, c'est irréalisable. Et moi, comment je vois les choses aujourd'hui, c'est qu'on est dans une voiture qui fonce droit dans un mur. On a celles et ceux qui proposent d'accélérer, de faire une Europe avec davantage d'intégration, avec l'Europe fédérale par exemple, davantage amplifier les traités de libre-échange. On a ceux qui proposent de sortir de la voiture en marche, des conséquences désastreuses. Nous, ce qu'on propose, c'est de décélérer et de bifurquer. Ok, bon bah ça a le mérite d'être clair. Et justement, est-ce que c'est peut-être la raison qui vous a poussé à faire votre propre liste? On a beaucoup parlé de l'Union de la gauche. Il y a eu la NUPES du coup en 2022. Pour les élections européennes, a priori, on se dirige vers le fait que chaque parti de gauche va faire sa propre liste. Est-ce que tu penses que c'est pas en train du coup de tuer un petit peu la NUPES? À l'heure actuelle, moi je plaide pour, et les communistes, je pense qu'ils continueront ce choix-là, d'avoir une liste pour les élections européennes. Moi je prends souvent un exemple, celui de Jean-Marc Tellier, candidat communiste, qui a été élu dans le Pas-de-Calais dans la circonscription de Lens. C'est la seule circonscription du Rassemblement national qui a été conquise par la gauche. Et comment Jean-Marc Tellier a gagné? Mais il a gagné dans une campagne sur le travail, sur l'augmentation des salaires, et sur des choses finalement que la gauche, qui n'étaient pas tellement mises en avant par la NUPES, et qui la gauche avait tendance à abandonner. Et on a retrouvé les fondamentaux de la gauche avec cette campagne. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit retrouver les fondements de la gauche, une gauche authentique et populaire. Et c'est ce que nous avons fait avec Fabien Roussel, et c'est ce que nous tâcherons de faire lors des campagnes des élections européennes. Enfin, sur la campagne européenne en tant que telle, c'est vraiment dans le vif du sujet. On a des projets différents sur la construction européenne. Moi, j'ai participé, vous savez, à la construction du programme de la NUPES. S'il y avait bien un sujet, il n'y avait pas qu'un, mais s'il y avait bien un sujet sur lequel on s'est écharpé et sur lequel personne n'était d'accord, mais aucune des 4% de présence n'était d'accord, les yeux entre elles, c'est sur la question de l'Union européenne. Parce que les écolos, et c'est libre tout à leur honneur, ils ont un projet qui est clair. Ils sont pour davantage d'intégration européenne, davantage de fédéralisme, et en mettant en cause les traités de Maastricht ou de Lisbonne. Ça, c'est clair. Bon, ce n'est pas notre projet. Et nous, on pense que si on veut aller chercher celles et ceux qui se sont plus représentés par la gauche, celles et ceux qui s'abstiennent, celles et ceux qui, des fois, se perdent dans un vote d'extrême droite, eh bien, on a besoin de porter un projet européen qui soit justement critique vis-à-vis de l'ensemble des traités de libre-échange. On ne va pas me dire que celles et ceux qui sont victimes des délocalisations, les ouvriers de Whirlpool chez moi, les ouvriers de Goodyear, qui ont été victimes des traités de libre-échange menés par l'Union européenne, qu'on va les convaincre de voter pour Europe Écologie Les Verts qui propose davantage d'intégration européenne. Bon, ben voilà, c'est pas un souci. Chacun va porter ses projets différemment. Et ce que je constate dans les sondages pour l'heure, c'est qu'au final, le total gauche augmente si les listes sont séparées. Si on fait une liste unie, on sera autour de 25%. Si on fait des listes séparées, on sera aux alentours de, si on additionne l'ensemble des scores, aux alentours de 35-37%. C'est 10 points de plus. Et 10 points de plus, c'est 10 points de moins pour la droite et pour l'extrême droite. Et c'est autant de députés en plus. Donc d'ailleurs, on a une question au précédent invité, Stanislas Rigaud, président de Génération Zemmour. Je voulais te demander quelque chose. Comment peux-tu supporter de voir ton parti, qui est le Parti communiste, être associé en permanence au délire absolument lunaire de la France insoumise, de certaines personnalités chez les écolos? Évidemment, nous avons énormément de points de désaccord et je sais d'avance un peu ta réponse sur le sujet, mais
comment les supporter. Et puis après, pour finir, je pense que tu vas t'en prendre plein la gueule, notamment par ton propre clan pendant les élections européennes. Donc je te souhaite quand même bon courage pour ta campagne et fais au mieux. Bon, évidemment en dessous de nous, j'espère, mais fais au mieux pendant ta campagne. Et ça, c'est beau l'a dit, on a de nombreux désaccords avec Reconquête. Et l'un des premiers, c'est que Fabien Roussel a été le premier candidat il a proposé, avant l'élection présidentielle, de rendre inéligibles les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et l'antisémitisme. Et en l'occurrence, parce qu'on considère que ce n'était pas dans le champ républicain et que aucune personne qui a pour ambition d'être président de la République ne peut avoir été condamnée pour incitation à la haine raciale ou pour antisémitisme. Je proposerai de renforcer la loi Guesso en rendant inéligibles des personnes qui sont condamnées pour racisme. Ça visait en effet une personne, aussi on voit, M. Zemmour, parce que si cette proposition avait été passée, M. Zemmour n'aurait pas pu se présenter. Et nous pensons, en premier lieu, que Reconquête, et M. Zemmour a fortiori, ne fait pas partie du choix. Et il n'aurait pas dû pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, et nous continuerons de proposer le fait que les personnes condamnées pour incitation à la haine raciale et antisémitisme ne puissent pas se présenter. Et maintenant, par rapport à sa question, parce que du coup ça y répond directement, c'est que je pense que l'ensemble des forces de gauche avec qui nous travaillons à l'Assemblée nationale sont dans le champ républicain. Par contre, il est vrai que nous avons de nombreux désaccords. Une des différences, c'est la guerre en Ukraine. On voit que les réactions sont assez différentes en fonction des partis de la gauche. Je pense que tu as dû voir ce qu'a dit Sarkozy il y a quelques jours. Donc, il disait que l'Ukraine devait rester neutre, qu'elle ne devait pas entrer dans l'Union européenne ni dans l'OTAN. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces propos ? Est-ce que tu soutiens ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que tu penses même plus globalement ? Comment on ferait pour arrêter cette guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il faut continuer à sanctionner la Russie ? Je pense que l'issue pacifique paraît de plus en plus éloignée sur ce conflit. De plus en plus de forces aujourd'hui disent que le conflit va s'inscrire dans le temps long et se projettent dans un conflit qui va s'inscrire dans le temps long. Je pense que c'est souhaitable pour personne. Et aujourd'hui, alors qu'au début du conflit, beaucoup de forces politiques, mais aussi de pays, disaient qu'il fallait trouver une voie pacifique, qu'il fallait mettre toutes les voies diplomatiques possibles, imaginables autour de la table, petit à petit, tout le monde les a abandonnés. Et moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'on les abandonne. Et j'attends de la France qu'elle puisse justement porter un traité de paix, qu'elle puisse justement défendre une proposition de projet de paix entre l'Ukraine et la Russie. Combien aujourd'hui de jeunes voient leur avenir sacrifié, de jeunes Russes, de jeunes Ukrainiens voient leur avenir sacrifié parce qu'ils sont envoyés au front, parce qu'on détruit leur université, parce qu'on détruit leurs écoles, parce qu'ils sont obligés de bouger. Combien de jeunes Ukrainiens ont dû bouger de leur pays, ont dû fuir leur pays, ou ont dû prendre les armes pour défendre leur pays? Moi, je pense que ça n'a que trop duré. On est une génération qui est en train d'être sacrifiée. Et ça, c'est l'avenir du pays, de leur pays, mais même l'avenir de la planète, parce que c'est autant de forces d'innovation, d'ingéniosité qui sont mis au service d'autre chose que justement le progrès et le bien-être humain. Donc ce conflit doit cesser le plus rapidement possible. Nous devons du coup porter un traité de paix à l'échelle française. Et je pense que si nous devons aider l'Ukraine, nous devons faire attention aux armes que nous devons envoyer, y compris des armes de défense, pourquoi pas. Mais je pense que nous devons réfléchir avant tout aujourd'hui à des voies, des issues diplomatiques. La question de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Moi, je trouve ça particulièrement cynique de la part des gens aujourd'hui, de certaines personnes aujourd'hui qui demandent l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Parce que, en réalité, c'est un tout autre débat. Ce n'est pas le débat de la paix en Ukraine, l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. La question qui se pose, c'est lorsqu'on propose d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, bon, non seulement je pense qu'on vient attiser le conflit, et potentiellement jouer un jeu d'envoi qui pourrait entraîner finalement avec les autres alliances une nouvelle guerre mondiale, avec une issue très funeste parce qu'on a des camps qui ont l'air de l'arme nucléaire de part et d'autre. Mais surtout la question de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, en réalité, c'est des gens aujourd'hui qui se servent de ça pour permettre de favoriser l'ouverture de l'Europe à des pays qui, je pense, n'ont pas vocation à entrer dans l'Union européenne. Parce que si on intègre l'Ukraine, mais parce que derrière l'Ukraine, il y a d'autres pays qui sont il y a la Turquie, qui est aussi qui revient sur le tapis. Il y a la Moldavie qui revient sur le devant du tapis, etc. Est-ce que vous savez, ne serait-ce que le salaire minimum en Ukraine, aujourd'hui, il est à peine à 150 € par mois. Ça serait le salaire minimum le plus bas de l'Union européenne. Et donc, vous allez dire à des entreprises françaises qui sont implantées aujourd'hui, elles vont dire « Ah bah très bien, le marché il est ouvert, c'est le marché unique, et ben on va tout installer à l'est de l'Europe, en Turquie, en Moldavie, parce que ça coûtera moins cher. Et si vous voulez pas comprendre, il faut baisser les salaires ici, il faut que vous soyez les salariés, les travailleurs français soient plus attractifs. »
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'intégration notamment de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Pologne, etc. Où finalement on a vu un certain nombre de notre industrie partir dans les pays de l'Est. Ce qui a été une catastrophe pour l'emploi et ce qui a été une catastrophe pour la planète parce que du coup on a multiplié le nombre de camions sur les routes avec ce dumping social. Et donc la question de la paix en Ukraine est une question importante et elle ne doit pas être polluée à d'autres finalités et notamment celle de favoriser finalement cette Europe illibérale, cette Europe libérale. La Grèce, on leur a promis prospérité avec l'Union européenne. Au final, ils ont eu la troïka et l'austérité. On leur a imposé des logiques austéritaires indignes. Le peuple grec s'est retrouvé avec un taux de chômage qui a explosé, des services publics qui ont fermé du jour au lendemain, des fonctionnaires qui ont été mis à la porte, qui ont été payés où ils ont vu leur salaire diminuer. En fait, c'est indigne, y compris pour ces peuples-là, parce qu'en fait, on vient mettre en concurrence l'ensemble de ces peuples-là. Par contre, l'idée qu'il y ait de l'aide au développement, qu'il y ait des développements au pays, etc., moi je suis profondément favorable pour l'Est de l'Europe, mais comme pour d'autres pays, y compris pour des pays d'Afrique, ou des pays asiatiques ou autres. Moi je suis à 200% pour que l'Europe puisse justement aider les pays à se développer. Mais la question de l'intégration de l'Union européenne est un tout autre sujet. Justement, tu as parlé des pays de l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, il y a Viktor Orban. En Italie, il y a Meloni. Il y a la Finlande aujourd'hui, la Pologne, la Suède. Il y a beaucoup de ces pays qui sont gouvernés par des partis très à droite, nationalistes, conservateurs. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir cette montée en fait, de cette droite radicale en Europe? Comment t'expliques un peu ce phénomène, l'arrivée par exemple de Meloni comme ça en Italie? Tout d'abord, c'est inquiétant. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, la répression qu'il y a, quand on voit en Pologne la remise en cause des droits fondamentaux comme le droit à l'avortement, quand on voit qu'aujourd'hui, en Italie, ils remettent en cause aussi, ils font la chasse aux associations qui permettent d'accompagner des femmes qui veulent avorter. Je pense que c'est une sonnette d'alarme colossale. Mais moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est de voir que l'Union européenne est capable de s'en accommoder très bien. En tout cas, il doit y avoir un front de l'ensemble des pays démocratiques pour dénoncer ce qui se passe. Pour dénoncer ce qui se passe en Hongrie, pour dénoncer ce qui se passe en Italie, pour dénoncer ce qui se passe en Pologne. En Pologne, quand même, où la séparation des pouvoirs n'existe pas. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant en Pologne. D'ailleurs, des instituts nationaux, des ONG internationales par définition, qualifient la Pologne comme un État antidémocratique parce qu'il n'y a pas cette séparation des pouvoirs. Et l'Union européenne a l'air de s'en accommoder très bien. Je pense que c'est un profond scandale. Mais ce que j'observe aussi de l'autre côté, c'est qu'il y a des poches de résistance. L'Espagne, par exemple. On a annoncé une victoire de la droite et de l'extrême droite. Finalement, la gauche a réussi à l'emporter, de peu, mais parce que notamment, la gauche est partie de manière séparée lors des élections, avec des discours différents, mais a été capable de se rassembler après avoir été élue. Et je pense que ça, c'est un exemple. C'est un exemple aussi. Et le contre-exemple, c'est l'Italie, où finalement, pourquoi l'extrême droite prospère? Elle prospère aussi, certes, sur un fond, il y a un fond de xénophobie ambiante, etc. Voilà, mais aussi parce que la gauche est faible. Et pourquoi la gauche est faible? Eh bien aussi parce que la gauche s'est éloignée des catégories populaires. Et si aujourd'hui en France, on présente une candidature on a présenté une candidature avec la personne de Fabien Roussel, notre candidat à l'élection présidentielle de 2022, c'est aussi pour reconstruire une gauche authentique et populaire qui est capable d'aller chercher aujourd'hui celles et ceux qui sont victimes de la mondialisation, qui sont victimes de l'ouverture de nos frontières, qui sont victimes des délocalisations et de pouvoir porter un discours, une gauche authentique, populaire, qui est capable de parler du travail, de l'augmentation des salaires, de tranquillité publique, de police, de sécurité, mais aussi d'immigration, on y viendra peut-être aussi tout à l'heure, mais pour justement aller rechercher celles et ceux aujourd'hui qui ne se sentent plus représentés par la gauche. L'extrême droite et le Rassemblement national se défendent d'être grands défenseurs des catégories populaires. Eh bien, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, à gauche, et moi c'est mon ambition, je ne vais pas lâcher Jordan Bardella pendant toute l'élection présidentielle, pour lui démontrer que son projet économique n'est pas si différent ça de celui d'Emmanuel Macron. C'est le même projet économique, seule différence c'est qu'il a la xénophobie en plus. Mais lorsqu'il a fallu voter à l'Assemblée nationale pour l'augmentation des salaires, ils ont voté contre. Lorsqu'il a fallu voter pour l'instauration de l'ISF, la réinstauration de l'ISF, ils ont voté contre. Lorsqu'ils avaient la possibilité de voter une loi pour lutter contre les déserts médicaux, et notamment l'installation de médecins en campagne, ils ont voté contre. Lorsqu'ils sont en responsabilité dans leur municipalité, je prends un exemple dans une ville picarde, Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, le maire, il a
enlevé les ramassages scolaires. Il a augmenté, plus que doublé le prix de la cantine à l'école. L'extrême droite ne défend en rien les catégories populaires. Ils le disent dans leur discours, dans les faits, c'est radicalement différent. Mais qui le dit aujourd'hui? Personne. Eh bien, comptez sur nous, comptez sur le Parti communiste et comptez sur ma candidature pour ne pas les lâcher. On va leur montrer, on va démontrer justement à l'ensemble des Françaises et des Français qu'ils ne défendent en rien les catégories populaires, bien au fond. Justement, tu as parlé d'immigration tout à l'heure. Il y a eu toute la polémique avec le navire Ocean Viking que tu as dû suivre du coup l'année dernière, où l'Italie, justement, de Giorgia Meloni, dont on vient de parler, a refusé d'accueillir le navire. C'est la France qui l'a accueilli. Est-ce que tu penses que Emmanuel Macron à ce moment-là a pris la bonne décision? Je pense que et surtout Macron plus a globalement, pris la bonne décision. comment tu vois la politique migratoire en En Europe? fait, Qu'est-ce qu'il faut quand je faire? vois les gens qui Même plus tard, disent hier, qu'il en a fait Grèce, n'importe il y quoi, a encore des migrants qui sont ils sont décédés. évolués, Comment on fait on laisse pour éviter crever justement des mômes, des ces familles drames en dans la Méditerranée? mer Quelle Méditerranée. politique migratoire il faut Ces selon gens qui sont toi inhumains, en c'est pas Europe? vrai. En fait, la France avait comme devoir de les accueillir. Et d'ailleurs, de dénoncer avec force, je l'ai banni tout à l'heure, mais de dénoncer avec force ce qu'a fait Meloni. Parce que Meloni, ce qu'elle proposait, c'est de les laisser crever dans la Méditerranée. Et d'ailleurs, elle ne s'en veut pas cacher. Une preuve, encore une fois, des effets dévastateurs de l'extrême droite et de la nécessité de lutter contre l'extrême droite. Maintenant, sur la question migratoire à l'échelle européenne. En effet, c'est une question qui doit être traitée à l'échelle européenne. Ce que j'observe, c'est pour ça que je disais que le contexte a changé en Europe. Je parlais du Covid, mais par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine. Ce que j'observe, c'est que même la Pologne, un pays hautement opposé à la toute immigration, s'est retrouvé par la force des choses à accueillir les réfugiés ukrainiens. Et ils ont bien fait, et heureusement. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une vague de solidarité qui s'est mise en place à l'échelle européenne pour accueillir les Ukrainiens. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que ça démontre, c'est qu'on doit être en capacité de le faire. On est en capacité de le faire. On doit être en capacité de le faire aujourd'hui pour celles et ceux qui fuient les guerres, celles et ceux qui fuient, et principalement celles, les régimes islamistes, comme en Afghanistan, et qu'on doit pouvoir les accueillir dignement. Les accueillir, ça veut dire aussi pouvoir les intégrer dans la société française. Et moi, j'ai pas peur de ce mot-là. Je sais que c'est un gros mot à droite, à gauche. La question de l'intégration. Et les intégrer, ça veut dire, je pense que ça passe en premier lieu par la langue, l'apprentissage de la langue. Des cours de français aujourd'hui doivent être donnés à l'ensemble de ces personnes. Et par l'emploi. Je pense que l'emploi, le travail est aujourd'hui vecteur d'intégration dans une société. Et donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui régulariser les travailleurs sans papier. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des travailleurs sur le territoire français où le code du travail français ne s'applique pas. Dans lesquels ils travaillent dans des conditions bien souvent désastreuses, des fois à la limite de l'esclavagisme, et en plus du coup qui viennent mettre en concurrence avec d'autres travailleurs, parce que aujourd'hui un patron qui peut, et je sais qu'il y a pas mal de PTP par exemple, qui paye au lance-pierre parce que la personne est sans papier, il va privilégier les travailleurs sans papier. Moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui il faut régulariser les travailleurs sans papier. Donc pour revenir sur la Pologne, qu'on avait pas mal évoqué avec les élections législatives le 15 octobre prochain, donc c'est un des pays où l'avortement est le plus restreint. Pour rappel, les femmes ont accès à l'avortement qu'en cas de danger pour leur vie, en cas d'inceste ou en cas de viol. Ce que je trouve ça dingue, c'est qu'aujourd'hui on nous dit on ne peut pas déroger aux traités européens, etc. La Pologne le fait, notamment sur les questions des droits fondamentaux. Et en fait aujourd'hui on nous dit vous pouvez déroger aux traités européens, mais vous ne pouvez pas déroger aux traités européens économiques, notamment ceux qui nous imposent les logiques austéritaires et libérales. Mais moi, ce que je dis, ce que je défends à l'échelle européenne, c'est que ça soit tout le contraire. C'est qu'on puisse déroger aujourd'hui à ces traités qui nous imposent l'austérité, qui nous imposent de fermer les services publics, de casser les monopoles publics, d'avoir privatisé EDF et GDF par exemple, mais qu'on puisse réaffirmer avec force des droits fondamentaux, des droits qu'on veut inaliénables. Et je pense que le droit à l'avortement doit être un droit inaliénable, doit être un droit qui s'applique pour tous et partout. Pour toutes, en l'occurrence, et partout. Et moi, je me suis effaré de voir que le droit à l'avortement recule aujourd'hui dans notre pays. Il recule en fait. Il recule par les politiques austéritaires justement qui sont imposées par l'Union européenne, parce que le planning familial, par exemple, a moins de moyens justement pour pouvoir assurer sa présence partout sur le territoire. Aujourd'hui, il n'y a dans certains territoires pas de planning familial à proximité, ce qui est un frein à l'avortement. Je suis effaré de voir que notre perte de souveraineté industrielle, notamment en termes de production de médicaments, a eu des conséquences, une pénurie de pilules abortives au mois de mars dernier,
qui a eu du coup pour conséquence un nouveau frein à l'avortement. Et donc moi, je veux qu'on réaffirme avec force ce droit inaliénable. Ça veut dire, certes, le réaffirmer dans notre Constitution, mais aussi, du coup, derrière, l'accompagner de moyens nécessaires pour permettre à ce que ce droit puisse s'appliquer partout sur le territoire, partout en Europe, mais aussi partout sur le territoire français, et qu'il puisse être gratuit et accessible. Et donc ça implique aussi qu'on puisse retrouver un pôle public du médicament qui soit capable de planifier les besoins de production de médicaments, et notamment en termes de pilules abortives. Puis il y a un exemple. Il y en a d'autres, Doliprane, par exemple, etc., mais on parle de l'avortement, ça en est un exemple. Oui, non, c'est un petit peu sur les jeunes. On a vu que tu étais très jeune, que je suis tout seul, tu évoquais les lycées professionnels. À la prochaine européenne, on aura 5 pays de l'Union européenne qui, environ des citoyens de 16 ou 17 ans, voter les élections européennes. Donc, est-ce que toi, tu serais favorable à l'abaissement du vote à 16 ans? Non, je pense que je suis un des seuls à gauche à y être défavorable, mais je pense que c'est une fausse bonne idée. Premièrement, contrairement au droit de vote à 18 ans, le droit de vote à 18 ans, quand on l'a mis en place en France, il y avait une aspiration grandissante de la part de la jeunesse âgée de 18 à 21 ans pour pouvoir voter. Quand il y avait des sondages, des opinions, etc., on était à 80-90% de ces jeunes-là qui voulaient avoir le droit de vote justement à 18 ans. Est-ce que c'est la même chose sur le droit de vote à 16 ans en France? Je ne le pense pas. Y compris, il y a des questions PODC, en fait, à peine quand on leur pose la question. Parce que les jeunes de 16 à 18 ans, je pense, ne se posent même pas la question, mais quand on leur pose la question, ils sont à peine 50% à y être favorables. Et je pense que c'est d'autant plus une fausse bonne idée que ça voudrait dire, mécaniquement, diminuer l'âge de la majorité. Or, moi je pense que de 16 à 18 ans, aujourd'hui, on a un certain nombre de droits protecteurs, notamment de droits de l'enfance, de protection de l'enfance, qui du coup se verraient disparaître, parce que l'âge de la majorité serait diminué à 16 ans. Et en fait, au final, sur une mesure qu'on revendique comme étant progressiste, en fait, je pense que ce serait un recul notamment du droit de protection de l'enfance. Parce que derrière, du coup, ça veut dire qu'on est responsable sur toutes les infractions qu'on va commettre, pénalement, mais aussi sur les petites infractions, les infractions civiles, par exemple. En fait, ça implique derrière un nombre de mécanismes colossal. Et aujourd'hui, même si ça arrive que des jeunes de 16 à 18 ans soient condamnés comme des adultes, il y a plus de protection d'un point de vue juridique. Je pense qu'un mineur qui commet un délit, en fait, un mineur en danger, en fait, il faut comprendre pourquoi il a pu commettre tel ou tel délit. Moi, je pense que des jeunes qui commettent des délits à cet âge-là, en fait, il doit y avoir des mesures, des sanctions qui permettent davantage accompagner ces jeunes-là pour qu'ils ne se reproduisent pas ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Les mineurs qui sont condamnés, en fait, ils ont rarement des peines de prison, ils sont souvent accompagnés par des assistances sociales par la suite, par différentes mesures possibles ou imaginables, et des mesures principalement alternatives à la prison. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que je pense pas que quand on a 16 ans, si on fait de la tôle, ça veut dire qu'on arrête la poursuite d'études, c'est-à-dire qu'on n'est pas diplômé, et c'est-à-dire qu'on sort de prison, en fait, sans rien. Et je pense que du coup, ça a des effets beaucoup plus dévastateurs derrière. C'est des jeunes qui ont visiblement, dans lesquels il y a eu un problème dans l'éducation. Mais du coup, la mesure à laquelle on va répondre, c'est une mesure d'éducation pour que ce jeune ne refasse pas ça. Pour revenir sur Fabien Roussel, l'année dernière, il avait reçu beaucoup de critiques à prononcer la fameuse phrase Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir plus de réglementation? Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Quel est ton avis sur la consommation de viande en général? Bon, déjà, j'ai mangé du tofu. En fait, je déteste ça, personnellement. Mais je connais des gens qui adorent ça, tant mieux. Sur la viande, ce que Fabien Roussel a dit, je pense que c'est important. Il dit parallèlement d'ailleurs que ce qu'il faut, c'est permettre à ce que la viande de bonne qualité soit accessible au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, notamment, dans des élevages herbagés, ouverts, et non pas en batterie, etc. Et que ça doit être rendu accessible au plus grand nombre pour permettre justement à ce que le plus grand nombre puisse se nourrir à sa faim et de manière saine. Et ça, en fait, c'est un enjeu déterminant pour l'écrasante majorité de la population. Parce que les prix ont explosé, encore plus depuis le début de l'inflation. Et donc, il faut leur permettre d'avoir pouvoir d'achat pour pouvoir acheter de l'alimentation, quelle qu'elle soit, de manière plus saine possible. Et ça ne doit pas devenir un privilège. Maintenant, sur la viande, moi, à titre personnel, oui, je suis favorable à ce qu'on consomme moins de viande et de la viande de meilleure qualité. Mais pour ça,
Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place des réglementations par personne, des quotas, etc., ou des tickets de rationnement. Ça veut dire qu'il faut donner les moyens aux gens de pouvoir s'acheter, de pouvoir avoir ce mode de consommation-là. Et notamment pouvoir s'acheter de la bonne viande en boucherie chez un artisan. Voilà. Mais ça implique du coup derrière en fait, de mener une politique sociale et notamment d'augmentation des salaires. Et moi, c'est ça que je dis. Mais j'avais pris le même exemple avant sur la baguette de pain. Parce que la viande tout de suite, ouais. Et sur la baguette de pain, on a Leclerc et d'autres enseignes qui, pour permettre de rendre le pain accessible, font les baguettes à 30-40 centimes. C'est des baguettes qui n'ont rien à voir avec les baguettes qu'on achète à un artisan boulanger. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est que chaque Français puisse aller sur un artisan boulanger, acheter une baguette, et non pas en rémunérant moins l'artisan boulanger, mais en permettant au contraire à ce que chacun ait plus de pouvoir d'achat, qu'il ait des salaires plus élevés pour permettre justement de s'acheter de la nourriture de bonne qualité. Et enfin, pour revenir sur le nucléaire qu'on évoquait en début d'interview, donc la France est le pays à la plus grosse échelle nucléaire. En 2021, on a notamment produit 99 millions de tonnes d'équivalent pétrole, ce qui correspond à plus de la moitié de la production totale européenne. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu soutiens par exemple la décision de l'Allemagne d'avoir arrêté toutes les centrales nucléaires fin 2022? Est-ce que tu penses que les autres pays, au contraire, devraient aussi noter? Je pense que l'Allemagne, la sortie du nucléaire et la fermeture des parcs de ces centrales nucléaires a eu des conséquences désastreuses pour le climat. En fait, l'empreinte carbone de la production électrique allemande est beaucoup plus élevée depuis qu'ils sont sortis du parc nucléaire. Donc moi, je soutiens aujourd'hui l'énergie nucléaire. Je pense qu'il faut investir dans l'énergie nucléaire, qu'il faut rénover nos centrales, qu'il faut en construire davantage. Et je pense qu'on devrait inciter et installer à l'échelle européenne, justement, une Europe de la tenue et permettre d'avoir une coopération à l'échelle régionale pour permettre de développer les centrales nucléaires dans des pays qui sont dépourvus à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut répondre à l'impératif écologique et environnemental de lutte contre le réchauffement climatique, on a aujourd'hui deux options. On a une option, c'est celle de sortir de l'énergie nucléaire au profit de l'énergie uniquement renouvelable, éolien et photovoltaïque. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas suffisamment de vent, lorsqu'on n'a pas suffisamment de soleil, très concrètement, on produit moins d'électricité. Et donc très concrètement, ça veut dire que nos services publics ne fonctionnent pas à plein régime, que nos trains ne roulent pas, peut-être que nos hôpitaux devraient fermer, que c'est au risque de ce qu'on appelle le blackout. Sur l'énergie nucléaire, c'est pas nouveau que l'énergie nucléaire a besoin d'eau. Lorsque les cours d'eau se réchauffent, on ne ferme pas les centrales nucléaires. C'est le rendement des centrales nucléaires qui est diminué parce qu'on ne pompe, tout simplement, les centrales nucléaires pompent moins d'eau. C'est faux de dire que ça met en danger, par exemple, les centrales nucléaires. Il n'y a aucun risque d'un point de vue sécurité. La seule conséquence que ça a, c'est que le rendement de la centrale va un peu diminuer. Mais ce qui reste toujours mieux que ils auront toujours un rendement qui sera nettement supérieur à celui de l'éolien qui fonctionne 20% du temps, ou celui du photovoltaïque qui fonctionne à peu près 15% du temps, parce qu'une centrale, ça fonctionne en moyenne 80% du temps. Et donc, je disais qu'il y a deux options, donc celles et ceux qui veulent sortir, mais ça veut dire que, en fait, des fois, on n'a pas d'électricité suffisamment d'électricité pour avoir nos services publics, notamment, mais pas que, nos usines, nos entreprises, etc. Et l'autre option, c'est justement d'investir aujourd'hui dans les seules énergies qui nous permettent non seulement d'avoir une énergie pilotable, c'est-à-dire qui fonctionne à longueur de temps, qui soit décarbonée pour répondre à l'impératif écologique, et qui en plus est à bas coût. Et ça, il y a deux énergies principales. C'est le nucléaire et c'est l'hydroélectrique. Et je pense que c'est souvent. Moi, c'est ces deuxième option que je souhaite, parce que je pense que également pour répondre à l'impératif écologique, on va devoir produire davantage d'électricité, parce qu'on va devoir développer notamment des lignes de chemin de fer, on va devoir développer le fret ferroviaire, on va devoir construire des usines sur notre territoire pour permettre de rapprocher la production et la consommation. On va devoir engager la rénovation thermique des logements, ce qui va demander de l'énergie. Donc on va devoir produire plus d'énergie. Et maintenant, il faut que cette énergie elle soit décarbonée. Et pour qu'elle soit décarbonée, il n'y a que deux énergies, le nucléaire. Objectif de neutralité carbone en 2050, c'est l'objectif qui est fixé à l'Union européenne, à l'échelle de l'Union européenne. En fait, si on veut l'atteindre, il va falloir mettre en place des centrales nucléaires dans les pays qui en sont dépourvus. Donc oui, c'est une chose qu'on va défendre à l'échelle de l'Union européenne. Et moi, je le dis aux Allemands, en fait, les choix qu'ils entreprennent dans leur pays ont des conséquences sur l'ensemble de la planète, y compris de la région. Enfin, je veux dire, le réchauffement climatique, il ne s'arrête pas aux frontières.
Et on a des conséquences, nous en France, on a des conséquences en Espagne, on a des conséquences partout sur la planète. Et il faut les pointer du doigt sur leurs responsabilités et qu'ils changent radicalement leur politique énergétique pour permettre de répondre à l'impératif de la neutralité carbone. Et il y a un autre enjeu quand même qu'on a tendance à oublier sur l'Allemagne. Vous l'avez dit, ils ont réouvert leur centrale à charbon, mais ils ont aussi réouvert, c'est qu'à le dire, des mines à ciel ouvert, justement. Les mines à ciel ouvert, je suis effaré à quel point on n'en parle pas. Les mines à ciel ouvert s'étalent sur des distances de manière... détruisent des villages entiers, des forêts, détruisent toute la biodiversité. On va avoir les mines à ciel ouvert, les plus grandes d'Allemagne, faire la taille de la ville de Paris. Et donc, concrètement, sur le territoire allemand, un trou de la taille de la ville de Paris, qui va jusqu'à 300 mètres en profondeur, il n'y a plus rien qui pousse. Et du coup, pour répondre à ça, l'Allemagne a décidé, une fois qu'ils seront arrivés à bout du charbon, etc., et qu'il y aura ce trou, et bien pour éviter ils ne vont pas tout boucher parce qu'ils ne pourront pas, du coup, ils vont le remplir d'eau. Alors qu'on a un stress hydrique colossal. Donc c'est un désastre écologique en tout point. C'est une sorte de méga bassine un peu du coup. Ah bah c'est pas une méga bassine là, c'est une méga ultra giga méga bassine, je sais pas en termes d'hectolitres, de centimètres cubes d'eau que ça va en mètres, enfin hectomètres de cubes d'eau que ça doit représenter. Je sais pas si c'est possible de remplir ces trous d'eau. Ils vont en faire des lacs artificiels. Mais ça va jusqu'à 300 mètres de profondeur, la taille de la ville de Paris. Et il y en a plusieurs. Vous vous rendez? Qu'est-ce que tu penses du marché européen de l'énergie? Je pense qu'il faut en sortir. Je suis persuadé qu'il faut en sortir. Je pense que c'est une catastrophe. En fait, on est en train, sur le marché unique de l'énergie, de payer la France. On est en train de payer les choix stratégiques qui ont été entrepris de certains pays, notamment de l'Allemagne, de sortir l'énergie nucléaire et d'investir dans le charbon et le pétrole, qui était certes à bas coût avant le conflit en Ukraine, et qui a explosé ces derniers temps. Et du coup, on a des entreprises qui ont acheté leur énergie sur ce marché de l'énergie, qui se retrouvent avec des factures, dont ils sont incapables de payer, qui ont été multipliées parfois par 10. Et donc oui, il faut sortir de ce marché unique de l'énergie et il faut permettre justement d'investir dans des énergies et qui sont à bas coût, et notamment du coup l'énergie nucléaire. Et il faut que celle-ci soit régie de manière publique. Et donc il faut recréer un monopole public du gaz et de l'électricité en France, EDF, GDF, il faut le recréer en France pour permettre aussi de baisser les factures et de permettre à ce que de la production jusqu'à la distribution, en fait, ça soit planifié par l'État. Bonjour Ambroise Méjean, j'ai une question à te poser en tant que président des Jeunes avec Macron. Retrouve la question de Léon Desfontaines et la réponse d'Ambroise Méjean dans notre interview de ce dernier qui sortira dans quelques semaines. Et en attendant, tu peux cliquer sur cette vidéo qui va sûrement te plaire et t'abonner à notre chaîne YouTube.